Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts, l'amour n'est jamais garanti, qu'il existe au fond de vous une part qui attend encore quelque chose qui n'est jamais vraiment arrivé? Et si je vous disais que ce vide silencieux qui vous accompagne depuis des années n'est ni une faiblesse ni une exagération, mais la marque invisible d'une histoire commencée bien avant que vous ne sachiez ce qu'était l'amour? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment tout cela s'est formé, comment cela continue de façonner votre vie, et surtout, comment commencer à transformer cette réalité. Car ce que vous ressentez a un nom, une cause. Et oui, une guérison est possible. Imaginez un instant un enfant. Pas n'importe quel enfant, mais celui qui vit peut-être encore en vous. Il est assis dans un coin de la chambre, silencieux, en attente que quelqu'un entre, le regarde dans les yeux et lui dise, par un geste simple et profondément présent, « Tu es suffisant. Tu es aimé exactement tel que tu es. » Maintenant, imaginez que ce moment n'arrive jamais, ou pire encore, qu'il arrive parfois, seulement lorsque l'enfant se comporte bien, obtient de bonnes notes, ne pleure pas trop, ne dérange pas. Et puis, après une étreinte chaleureuse, vient un silence glacé, plus douloureux que n'importe quelle parole dure. Un silence imprévisible, conditionnel, qui enseigne bien plus qu'il ne devrait. Cet enfant grandit, le corps change, les responsabilités augmentent, la vie se complique. Mais à l'intérieur, tout au fond, quelque chose ne se développe jamais complètement. Il reste une sensation floue, mais constante, qu'il manque quelque chose. Un vide difficile à expliquer. Un trou dans l'âme qui ne se comble pas, peu importe à quel point on court, on réussit, on aime ou on se donne. Une méfiance subtile, mais persistante, vis-à-vis de l'amour s'installe. Et une petite voix commence à murmurer. S'il me connaissait vraiment, il partirait. Si quelque chose s'est serré en vous à cet instant, si vous avez ressenti cet inconfort sans nom, sachez-le, vous n'êtes pas seul. En réalité, vous êtes en bonne compagnie. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, disait que les expériences les plus marquantes de l'enfance ne disparaissent jamais. Elles descendent dans l'inconscient, silencieusement, et continuent à façonner notre vie. Comme des forces invisibles, elles dirigent nos relations, nos choix, nos peurs et même nos silences. Lorsque l'enfance est marquée par la pénurie affective, et je ne parle pas du manque de nourriture, de jouets ou de vêtements, mais de l'absence de cet amour stable, fiable, qui n'a pas besoin d'être mérité, notre structure intérieure se construit avec des fissures, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que le sol dans lequel nous avons été plantés était trop sec. Et ce n'est pas du drame, c'est de la science, de la neurobiologie, de la psychologie. C'est l'histoire de millions d'adultes qui, sans le savoir, essaient encore de conquérir l'amour qu'ils n'ont jamais pleinement reçu au moment où ils en avaient le plus besoin. Je vous invite à poursuivre cette réflexion avec moi, non pas pour blâmer vos parents, ni pour nourrir une posture de victimisation, mais pour comprendre. Car la compréhension est le premier pas vers la transformation. Quand vous comprenez d'où viennent cette douleur, ce manque, cette insécurité que vous cachez parfois même à vous-même, tout commence à prendre sens. Allons plus loin, car ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui grandit sans affection émotionnelle constante dépasse largement ce que la plupart des gens imaginent. Quand on pense à une enfance sans amour, on imagine souvent une tristesse ici, un vide là. Mais ce n'est pas seulement émotionnel. L'absence affective ne marque pas uniquement le cœur, elle façonne le cerveau, au niveau le plus intime de notre biologie. Durant les premières années de vie, le cerveau d'un enfant est comme une éponge. Il se construit connexion après connexion, et c'est l'environnement, les regards, les contacts, les gestes, les sons, qui fournit les briques de cette construction. Lorsqu'un enfant est vu avec amour, écouté avec attention, accueilli dans les bons comme dans les mauvais jours, son cerveau apprend une chose essentielle. Le monde est sûr. Les gens m'aiment. Je peux faire confiance. Des substances comme la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine circulent alors dans le système, renforçant les connexions cérébrales liées à la confiance, à la régulation émotionnelle et au sentiment d'appartenance. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez un amour qui arrive de manière incohérente. Un jour oui, 3 jours non. Ou seulement si l'enfant performe, s'il est sage, intelligent, bien élevé. Le cerveau entre en état d'alerte chronique. L'amygdale, véritable alarme émotionnelle, devient hyperactive. Et le cortex préfrontal, responsable de l'apaisement, de la clarté mentale et des choix conscients, se développe moins. Résultat, un adulte constamment tendu. Quelqu'un qui, même lorsque tout va bien,
a l'impression que quelque chose va mal tourner. Cette personne grandit en se méfiant de l'amour, en anticipant l'abandon, en interprétant le silence comme un rejet et les gestes neutres comme des signes d'éloignement. C'est pourquoi, bien souvent, vous vous retrouvez dans une relation où tout semble aller bien, mais où votre poitrine se serre dès que l'autre met du temps à répondre, ou lorsqu'il change légèrement de ton et que vous commencez aussitôt à vous demander ce que vous avez fait de mal. Votre corps réagit comme s'il était en danger, le cœur s'accélère, les mains transpirent, les pensées s'emballent, et vous vous dites que c'est votre caractère. Mais ce n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est un traumatisme, c'est de la neurobiologie façonnée par l'absence. Carl Jung appellerait cela l'ombre, la partie de nous qui a été rejetée, qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas eu le droit d'exister pleinement. Nous grandissons, nous enfilons une armure, nous faisons semblant de ne dépendre de personne, de tout gérer seul. Mais à l'intérieur, cet enfant attend toujours. Il a toujours peur. Il cherche encore à comprendre ce qu'il a fait de mal. La différence aujourd'hui, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez regarder cette réalité en face. Vous pouvez commencer à vous écouter avec honnêteté, reconnaître les schémas qui se répètent et surtout, commencer à les transformer. Cela demande du courage, bien sûr, mais c'est profondément possible. Et avant de parler de la guérison, oui, elle existe, nous devons donner un nom à la blessure. Les psychologues l'appellent les blessures d'attachement. Et ce mot « attachement » est bien plus profond qu'il n'y paraît. L'attachement est le premier système émotionnel qui se forme chez un être humain. C'est ce qui garantit notre survie. Tout bébé naît avec ce système installé. J'ai besoin d'un adulte pour prendre soin de moi. Mais pas seulement de mon corps, de mon âme. Voir qui je suis, m'écouter, me célébrer. M'aimer sans que j'aie à le mériter. Quand ce système fonctionne bien, l'enfant grandit sur une base solide. Il croit au fond de lui que le monde est fiable, que les personnes qui l'aiment sont proches et qu'il mérite soin et attention simplement pour exister. Mais lorsque le système d'attachement échoue, l'enfant apprend autre chose, que l'amour doit être gagné, qu'il doit se taire, se conformer, se cacher, être parfait. Ces croyances ne sont pas des pensées rationnelles, ce sont des impressions émotionnelles, gravées dans le corps, et elles restent actives même à l'âge adulte. Parfois, nous n'en avons même pas conscience. Nous pensons réagir au présent, alors qu'en réalité, nous revivons le passé. Et cela se manifeste de multiples façons. Parfois, nous devenons l'adulte qui a besoin de réassurance en permanence. Parfois, celui qui fuit l'amour par peur de souffrir, ou encore celui qui oscille entre vouloir trop et vouloir disparaître. Tout cela n'est que des tentatives inconscientes de résoudre ce qui est resté irrésolu dans le passé. Et savez-vous ce qui est à la fois incroyable et douloureux? C'est que nous avons tendance à attirer exactement le type de relation qui confirme ces anciennes croyances. L'anxieux tombe amoureux de l'évitant. Celui qui court trouve celui qui fuit. Et tous deux, sans le savoir, revivent leur enfance à travers l'autre. C'est ce que Jung appelait la répétition compulsive. La psyché tente de guérir la blessure en revivant la douleur, dans l'espoir que cette fois, la fin soit différente. Mais la fin ne change que lorsque nous changeons le scénario, lorsque nous prenons conscience du schéma, lorsque nous réalisons que cette douleur d'aujourd'hui n'est en réalité qu'un écho ancien. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour apporter la lumière là où il y avait l'ombre, pour nommer la douleur, et surtout pour rappeler que vous n'êtes pas seul, que votre histoire ait été marquée par l'absence, l'incertitude, l'amour conditionnel. Cela ne définit pas qui vous êtes. Dans la prochaine partie, nous parlerons des 4 principaux styles d'attachement qui se forment à partir de ces blessures. Vous comprendrez quel est votre modèle, pourquoi il existe et comment il impacte vos relations, et surtout, comment commencer à le transformer. Parce que vous méritez d'aimer sans peur et d'être aimé sans avoir à le mériter. Maintenant que nous avons compris à quel point ces expériences façonnent les fondations de notre être, il est temps de regarder de plus près comment ces blessures se manifestent concrètement, dans nos relations adultes, dans les réactions parfois excessives, dans les schémas qui se répètent comme un scénario invisible, et c'est ici qu'entrent en jeu les styles d'attachement. Les chercheurs en psychologie, notamment ceux qui ont approfondi la théorie de l'attachement, ont identifié 4 principaux modèles qui se développent lorsque l'enfant grandit sans ce soin émotionnel constant. Ces modèles ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie, des réponses adaptatives qui à un moment de la vie avaient du sens, mais aujourd'hui, en tant qu'adultes, elles nous enferment souvent. Le premier style est l'attachement anxieux préoccupé. C'est le style de la personne qui aime intensément, mais vit dans l'insécurité constante. Toujours peur d'être abandonné,
besoin de réassurance en permanence. Si le partenaire tarde à répondre à un message, survient une avalanche de pensées. Ai-je fait quelque chose de mal? S'éloigne-t-il? En a-t-il assez de moi? Cette personne a souvent l'impression de devoir constamment prouver qu'elle mérite l'amour. Et lorsqu'elle reçoit de l'amour, elle doute. Cela semble trop beau pour être vrai. Alors elle s'attache, parfois jusqu'à étouffer, mais intérieurement la peur reste. La croyance centrale ici, si je ne fais pas tout correctement, on va me laisser. Ensuite, il y a l'attachement évitant dédaigneux. Ici, le mouvement est inverse. La personne a grandi en apprenant qu'ouvrir son cœur était dangereux, que dépendre de quelqu'un est une faiblesse. Elle construit donc une forteresse émotionnelle. Elle semble autonome, détachée, distante. Mais derrière tout cela, il y a une peur profonde de souffrir. La croyance interne. Si je me rapproche, je serai blessé. Mieux vaut garder mes distances. Ces personnes peuvent s'impliquer, mais rarement laisser quelqu'un vraiment s'approcher. Trop d'intimité les effraie. Le troisième style est l'évitant craintif, ou style ambivalent pour certains. C'est un mélange des deux précédents. La personne désire fortement l'amour, la connexion, la proximité. Mais en même temps, elle en a une peur immense. Quand l'autre se rapproche, elle panique. Quand l'autre s'éloigne, elle souffre profondément. Ce schéma crée des relations instables, pleines de hauts et de bas, d'approche et de retrait. La personne a l'impression de toujours se saboter sans comprendre pourquoi. La croyance inconsciente, je veux me livrer, mais si je me livre, je serai rejeté ou étouffé. Enfin, il y a le style désorganisé, souvent résultat de traumatismes intenses, de négligences graves ou d'abus durant l'enfance. Ici, il n'y a pas de stratégie claire. La personne oscille entre comportements extrêmes, souvent sans comprendre. À un moment, elle s'attache intensément, au suivant, rejette complètement. C'est comme s'il n'y avait pas de schéma, seulement le chaos. Elle peut s'impliquer à plusieurs reprises avec des personnes émotionnellement indisponibles ou se perdre dans des relations toxiques. La douleur est telle que le système émotionnel devient désorganisé. La croyance qui soutient tout cela, l'amour est dangereux, mais sans lui, je ne peux pas vivre. Jung parlait beaucoup des complexes, ces fragments émotionnels qui s'activent et prennent le contrôle de notre conscience. Lorsqu'une de ces blessures d'attachement est touchée, nous cessons d'agir comme des adultes conscients et revenons à ressentir comme cet enfant d'il y a des années, petit, insécurisé, dépendant, confus. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que souvent, ces blessures s'attirent. L'anxieux tombe amoureux de l'évitant. Celui qui court après se lie à celui qui fuit. L'un essaie de réparer l'autre. Et tous deux, sans le savoir, tentent de résoudre la douleur de leur enfance dans le corps de l'autre. Mais cela, mon ami, ce n'est pas le destin. Ce n'est pas juste le type de personne que j'attire. C'est un schéma inconscient. C'est la psyché qui tente de se guérir comme elle a appris à le faire. Sauf qu'aujourd'hui, vous apportez de la lumière à tout cela. Et lorsque nous nommons le schéma, quelque chose de puissant se produit. Il commence à perdre de sa force. Il commence à se dissoudre, parce que tout ce qui est dans l'ombre prend du pouvoir sur nous, jusqu'au moment où nous le reconnaissons. Alors, il perd le contrôle. Et c'est pour cela qu'il est si important de se connaître, de regarder son histoire avec honnêteté et compassion, sans jugement, sans culpabilité, parce que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. Vous avez appris à aimer comme vous avez été aimé. Et maintenant, vous pouvez réapprendre. Dans la suite, nous allons voir comment ces blessures d'attachement n'affectent pas seulement nos relations amoureuses. Elles s'infiltrent dans le travail, dans les amitiés, dans la façon dont vous vous voyez. Vous prenez soin de vous, vous vous traitez. Elles influencent votre relation à l'argent, à votre corps, à la spiritualité. Vous allez réaliser que l'impact est bien plus profond qu'il n'y paraît, mais vous découvrirez aussi que la guérison est plus proche que vous ne le pensez. Ces blessures ne se limitent pas au cœur. Elles se répandent dans tous les aspects de notre vie, souvent sans que nous nous en rendions compte, parce que la douleur de l'enfance, lorsqu'elle n'est pas guérie, ne reste pas figée dans le passé. Elle se projette dans le présent et se camoufle dans nos comportements, nos décisions, nos relations et même dans le silence que nous portons. Et c'est ici que beaucoup de personnes sont surprises. Elles pensaient que le problème se limitait aux relations amoureuses, aux difficultés à se livrer, à faire confiance ou à maintenir des liens sains. Mais la vérité est que ces marques vont beaucoup plus loin. Dans le milieu professionnel, par exemple, ces blessures se manifestent avec intensité. Certaines personnes deviennent extrêmement perfectionnistes, obsédées par la performance, vivant pour prouver leur valeur. Elles se donnent au-delà de leurs limites, travaillent le double, sont toujours disponibles, comme si elles essayaient de gagner un prix invisible.
celui de l'approbation absolue. Derrière ce comportement se cache l'enfant qui a appris qu'il devait se dépasser pour être remarqué, qu'il n'était vu que lorsqu'il réussissait, brillait, faisait tout sans erreur. Aujourd'hui, l'adulte répète ce schéma, non par vanité, mais par survie émotionnelle. D'autres, en revanche, évitent les défis, repoussent les décisions, se paralysent devant toute possibilité de briller, car autrefois, l'erreur rimait avec rejet. Ils ont grandi en croyant que l'échec était inacceptable, que se tromper signifiait décevoir et perdre l'amour. Alors, par peur d'échouer, ils préfèrent ne pas essayer. Ils restent petits, invisibles, cachés dans une zone de confort qui est en réalité une zone de protection émotionnelle. Et ce n'est pas tout. Le corps porte aussi ses marques. Beaucoup vivent avec une voix intérieure critique, implacable, qui répète en permanence « Tu n'es pas assez beau, tu devrais être différent, tu dois t'améliorer ». Cette voix ne concerne rarement l'apparence superficielle. Elle vient du lieu le plus profond, là où l'enfant espérait être admiré pour ce qu'il était et ne l'a pas été, où il espérait être regardé avec émerveillement, mais n'était remarqué que s'il correspondait à certains standards. L'adulte, sans s'en rendre compte, tente alors de réparer son corps comme si cela pouvait réparer la douleur invisible de l'âme. Il suit des régimes extrêmes, change d'apparence constamment, se compare sans cesse, car l'amour non reçu devient une exigence intérieure. Dans les amitiés, la blessure réapparaît. Certaines personnes deviennent ce type toujours présent pour tout le monde, toujours à écouter, aider, être un port sûr pour les autres. Mais quand elles ont besoin de quelque chose, elles se taisent. Elles ne demandent rien. Elles n'exposent pas leur vulnérabilité. Elles ont peur d'être un fardeau, peur que, si elles montrent leur faiblesse, on s'éloigne. D'autres maintiennent des relations superficielles. Beaucoup de connaissances, mais personne qui connaisse leur essence. Elles évitent l'intimité émotionnelle. Gardant une certaine distance, comme si, inconsciemment, elles croyaient que laisser quelqu'un trop entrer pourrait le faire disparaître, comme cela s'est passé autrefois. Même notre relation à l'argent peut refléter ces blessures. Certains dépensent de manière compulsive, essayant de combler des manques émotionnels avec des achats, des cadeaux, des plaisirs rapides. D'autres vivent à l'extrême opposé. Ils économisent chaque centime par peur, comme si la pénurie était imminente. Car pour ces personnes, la sensation de perte n'est pas seulement matérielle, elle est affective. La peur de tout perdre cache la peur la plus ancienne. Perdre l'amour, perdre la valeur, se retrouver sans protection. Et peut-être que l'une des expressions les plus silencieuses mais profondes de ces blessures est le vide existentiel. La difficulté à ressentir un véritable sens à la vie, une déconnexion avec ce que Jung appelait le self, le centre le plus intègre et véritable de la psyché. Lorsqu'un enfant grandit sans être reflété, sans que quelqu'un le regarde dans les yeux et dise du fond du cœur « Tu es important, tu es aimé simplement parce que tu existes », il devient difficile de croire, à l'âge adulte, en une valeur intrinsèque. Peut apparaître ce sentiment de manque que rien ne comble entièrement, aucune réussite, aucune relation, aucun succès, comme si quelque chose était toujours hors de place. Et cette sensation, ce trou silencieux, ce n'est pas parce que vous êtes ingrat, faible ou difficile, c'est parce qu'il y a eu un moment où votre âme a attendu un regard d'amour et ne l'a pas reçu, et ce moment a laissé une marque. Mais il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître cela. Quand vous commencez à comprendre d'où viennent ces sensations, ces comportements, ces difficultés, quelque chose en vous s'organise. La douleur ne disparaît pas d'un coup, mais elle cesse d'être un mystère. Et c'est déjà un pas immense vers la guérison. Parce que la guérison existe, pas comme une formule magique ou un bouton à presser, mais comme un processus profond, humain et possible. La science a montré que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il continue de changer tout au long de la vie. Les connexions formées dans l'enfance peuvent être remodelées. Et plus encore, la psyché a aussi un mouvement naturel vers la guérison, la totalité, l'intégration. Jung appelait cela l'individuation, le processus pour devenir vraiment soi-même, pour intégrer les parties rejetées, blessées, cachées, pour accueillir l'ombre avec la lumière. Ce processus commence par la conscience. Quand vous nommez votre douleur, elle perd son pouvoir de vous contrôler en silence. Quand vous regardez l'enfant que vous étiez et que vous dites « Je te vois, je sais que ça a fait mal, mais maintenant je suis là », quelque chose se transforme. Car peut-être pour la première fois de sa vie, cet enfant a quelqu'un qui ne partira pas. Et cette personne, c'est vous. Et il existe des chemins pratiques pour que cette guérison se produise.
Des chemins qui ne sont pas théoriques, mais vécus par des milliers de personnes. Des thérapies spécifiques qui travaillent avec l'attachement, le trauma, les émotions. Des techniques comme l'EMDR, l'IFS, la thérapie focalisée sur les émotions, l'analyse jungienne, ce sont des voies efficaces qui aident le cerveau à retraiter les mémoires émotionnelles anciennes. Et même si vous ne pouvez pas suivre une thérapie maintenant, il y a encore beaucoup à faire. La pratique de l'autocompassion, par exemple, est l'un des pas les plus puissants. Parler à son enfant intérieur peut sembler étrange au début, mais essayez. Posez la main sur votre cœur, respirez profondément et dites avec sincérité « Je suis là, tu n'as rien fait de mal, je te vois, je ne vais pas t'abandonner ». Cela peut sembler simple, mais l'impact sur le système nerveux est réel. C'est comme offrir à votre âme une nouvelle expérience, une que peut-être elle n'a jamais eue. Il existe aussi des pratiques de régulation émotionnelle, comme la respiration consciente, la méditation, les promenades en nature, le yoga sensible au trauma. De petites actions répétées avec constance qui enseignent au corps qu'il peut sortir de l'état d'alerte permanent, qu'aujourd'hui, contrairement à avant, il est en sécurité. Et plus vous pratiquez, plus le système apprend. Il apprend que l'amour peut être stable, que toute absence n'est pas abandon, que tout silence n'est pas rejet. Et peut-être le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que quand vous commencez à vous donner cet amour inconditionnel, vous cessez d'exiger autant des autres. Les relations deviennent plus légères, plus vraies, plus humaines. Car le trou qui demandait autrefois à être comblé à tout prix commence maintenant à être accueilli par vous-même. La guérison n'efface pas le passé, mais elle change le présent. Et, ce faisant, elle transforme l'avenir. Car cet enfant qui a tant attendu d'être aimé a aujourd'hui quelqu'un avec lui. Quelqu'un qui a enfin compris tout ce qu'il a vécu et qui est prêt à rester. Et lorsque l'on atteint ce point, lorsque la compréhension se joint à l'acceptation, quelque chose de profond se produit. La blessure est encore là, oui, mais elle ne domine plus. Elle ne crie plus si fort. Elle ne décide plus pour vous. Car maintenant existe un adulte présent, conscient, aimant, qui regarde à l'intérieur avec douceur et courage. Ce chemin de guérison n'est pas d'oublier ce qui est arrivé, ni de pardonner de façon forcée. Il s'agit de reconnaître, nommer, accueillir, resignifier. Il s'agit de construire en vous l'espace sûr qui peut-être n'a jamais existé dehors. Un espace où la vulnérabilité est bienvenue, où les sentiments sont validés, où vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être fort tout le temps pour être accepté, où vous pouvez simplement être. Et cela, en soi, est déjà révolutionnaire. Tout au long de ce parcours, vous pouvez ressentir des rechutes, des jours de doute, des moments où l'ancien schéma revient avec force. Et c'est normal, ce n'est pas un échec, c'est le cerveau qui tente de revenir à ce qu'il connaît. Mais chaque fois que vous marquez une pause, respirez, vous vous accueillez. Chaque fois que vous choisissez de réagir différemment, un nouveau chemin neuronal se crée. Une nouvelle possibilité émotionnelle s'ouvre. Un nouveau chemin commence à être tracé. Et vous réalisez que cette histoire de « je suis comme ça » commence à s'effondrer. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez appris à être ainsi pour survivre. Mais maintenant, vous pouvez vivre autrement. Vous pouvez apprendre que demander n'est pas une faiblesse, que faire confiance n'est pas de la folie, que se livrer à l'amour n'est pas une perte de contrôle. Vous pouvez construire des relations basées sur la présence, la sécurité, la vérité, sans jeu, sans masque, sans test. Et tout commence à l'intérieur. Cela commence par la façon dont vous vous reliez à vous-même. Jung disait que la guérison est un processus qui rend conscient l'inconscient. Et c'est exactement ce que vous avez fait jusqu'ici. Vous avez apporté de la lumière dans l'obscurité. Vous avez cessé de fuir et décidé de regarder. Et ce n'est pas peu de choses. C'est une transformation réelle. Car ce qui vous a façonné ne doit plus vous définir. L'amour qui vous a manqué peut maintenant être cultivé de l'intérieur vers l'extérieur. La sécurité que vous n'avez jamais eue peut maintenant être construite par des choix conscients. La valeur que vous cherchiez tant dans les yeux des autres peut maintenant être trouvée dans votre propre cœur. Vous êtes digne d'amour, même si vous ne répondez pas à toutes les attentes. Vous êtes suffisant, même dans les jours où vous échouez. Vous êtes entier, même si vous êtes encore en chemin. Et peut-être, en ce moment, ressentez-vous un silence différent à l'intérieur. Un silence qui ne pèse pas, un silence qui accueille. Comme si, enfin, l'enfant qui vit en vous pouvait respirer. Car maintenant, il n'est plus seul. Il vous avoue, et c'est le commencement de tout.